comme discutant ou discutante, c'est Alexandra Dieu. Merci beaucoup déjà au président du comité éthique de m'avoir convié pour discuter. Je trouve que le travail que le groupe de travail a fait sur les découvertes... Sur les découvertes fortuites, finalement, dans ce qu'on peut faire dans les examens en recherche, est déjà très complet et la présentation a été très claire. Donc, je vais juste appuyer sur quelques points, peut-être, et je me sers de quelques diapos pour ne pas oublier. Mais je pense que l'important dans l'histoire, c'est qu'il y a une étape entre ce qu'on fait en recherche, les découvertes qu'on va faire et le moment où on va les transmettre, et ça ne vont pas être les mêmes personnes. Et je pense que le plus important, peut-être dans les résultats non sollicités qu'on essaie de communiquer peut-être ultérieurement, c'est comme on disait là, ça prend du temps. On n'arrive peut-être pas au bon moment ou au moment demandé par la personne pour communiquer un résultat. Peut-être le résultat arrivera plus tard. Et comment on va gérer cette temporalité très différente, c'est ça qu'il faut qu'on essaie de travailler ensemble. Je vous ai mis là un format-tu parce que je trouvais que c'était intéressant, mais c'est les Reporters sans frontières, il n'y a pas écrit généticien là, c'était juste pour vous dire. Alors, je voulais revenir sur la pertinence médicale. En effet, la question qui est toujours abordée dans les discussions, c'est pour la personne elle-même. Et ça a été bien dit, le traitement qu'on pourrait proposer, tout ce qui est actionable. C'est-à-dire qu'on va avoir une action à faire et évidemment, on a envie de le transmettre, cette information. Encore que je me pose des questions sur l'importance du traitement qu'on pourrait proposer parfois, parce que parfois, dans la liste de ce qu'on a dit ce matin, sur les 56 gènes qu'il fallait, si jamais on trouvait un variant dans ces gènes et qu'il fallait transmettre ces résultats aux personnes, la question c'est en quoi ils sont actionables dans le sens traitement vraiment préventif. Là, vous avez pris un exemple très clair où il faut sauver une personne, mais ce n'est pas le cas la plupart du temps. La plupart du temps, c'est peut-être éventuellement des mesures préventives et jusqu'en où on va aller pour inciter quelqu'un à faire une mesure préventive. J'ai discuté tout à l'heure avec Sudidil en disant, mais s'il y a une cardiomyopathie, qu'on découvre un gène pour une cardiomyopathie, on sait que cette mutation dans ce gène-là, qui fait partie des 56 gènes qu'il faut transmettre, prédispose à du sudden death, d'une mort subite, sur un terrain de foot par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire à la personne d'arrêter de jouer au foot? Oui, sûrement là, en mondial, c'est clair, mais peut-être pas de courir derrière un bus. Qu'est-ce qu'on va lui dire comme mesure préventive? Est-ce que tout ça, on va discuter avec lui au moment où on va lui transmettre ces résultats? Je ne suis pas sûre que ça va durer quand même très longtemps, et ce n'est pas du tout pareil de dire vous avez une leucémie, il faut traiter la leucémie. Je pense que là, dans le traitement à proposer, il y a quand même, comme disait ce matin François Essinger, une espèce de pente douce, n'est-ce pas, entre ce qui est vraiment à faire, ce qui est peut-être pas à dire, et tout ce qui est au milieu, c'est ça qu'on fait quand on est devant le patient. Et moi, ce qui me perturbe beaucoup, c'est la pertinence médicale pour les apparentés. Parce que de découvrir pour quelqu'un chez qui on fait une analyse génétique pour la recherche une maladie liée à l'X, donc cette femme va être conductrice, il y a une conséquence, non pas pour elle, parce qu'elle ne va jamais rien avoir, mais son fils à naître plus tard, ou déjà né si c'est une maladie plus tardive, et aussi pour les parents et pour la famille des parents. Parce que si cette anomalie est transmise par hasard, il y a toute la famille des apparentés de cette famille-là qu'il faut informer. Donc, où est-ce qu'on va jusque dans la pertinence médicale et de la transmission de l'information? Je ne sais pas. Je me risque à une réaction sans botter en touche, mais il se trouve que c'est
comité éthique d'une CERN, mais j'ai la chance de piloter une ANR sur cette question-là, où on mène une étude un peu multicentrique sur la question de la formation de la parentèle, plus largement. Et au début, quand on nous a sollicité, on nous a dit qu'il faut la faire dans le soin. Et puis très rapidement, Dominique Stoppa-Lyonnais m'a dit, mais Grégoire, fais-la aussi dans la recherche, parce que c'est la même question. Et donc, c'est encore des nouvelles questions, puisqu'on a dit ce matin, en citant Edgar Morin, qu'on n'allait pas y répondre aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a une complexité aussi organisationnelle qu'il faut poser pour les services, puisqu'on est dans la loi du nombre, et pour le faire court, entre la famille avec 3 apparentés et la famille avec 60 apparentés, la charge concrète de travail pour les équipes soignantes sera totalement différente. Donc ça, c'est un autre niveau de complexité, indépendamment de celle que vous avez posée, Alexandra, de savoir si la question de l'information en tant que telle méritait d'être délivrée pour une action purement préventive. Il y a quand même quelques points dans la littérature venant des mondes associatifs auxquels je suis assez attaché, qui dit quand même que finalement, ce que je disais un peu dans le propos tout à l'heure, ces questions pourraient être anticipées dans un débat un peu collectif en amont avec le monde associatif, et que ce ne soient pas les seuls professionnels qui se trouvent là, comme nous aujourd'hui, à dire qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire que si demain on décide de faire ou de ne pas faire, voilà, s'il y avait un assentiment général, ça mettrait peut-être un peu mal. Je ne sais pas si c'est utopique, mais il y a aussi le niveau d'information. On voit beaucoup dans le débat sur le droit de tout savoir, des gens qui disent « mais de toute façon, je veux savoir, parce qu'indépendamment même de mesures préventives ou de mesures thérapeutiques, je suis en droit d'organiser ma vie ou le temps de ma vie qu'il me reste ». Vous savez que c'est un courant aussi d'idées qui jaillit, qui du coup échappe au champ médical, là, qui est le champ de l'autonomisation de l'individu. Et par exemple, sur les maladies musculaires, les gens disent « mais moi, je veux le savoir parce que même s'il n'y a rien à faire, j'aménagerai mon domicile ou j'habiterai au rez-de-chaussée plutôt qu'au dernier étage ». Donc il y a une complexité du débat qui déborde le seul fait médico-scientifique. Bien sûr. Bien sûr, non, c'est tout à fait vrai, et je crois que la discussion collective est nécessaire là. Tu voulais ajouter quelque chose ? Il faudrait trouver peut-être les moyens informatiques modernes permettraient ça, d'avoir quelque part une base de données dans laquelle un certain nombre d'informations seraient déposées et où les gens pourraient, s'ils le veulent, et seulement s'ils le veulent, ou par rapport à un accès via le médecin traitant, avoir accès à des informations concernant des données pertinentes pour eux, même si ça vient d'un apparenté, sans qu'ils aient besoin d'être directement contactés pour les obliger à savoir. C'est-à-dire que dans la discussion qu'on a eue dans le groupe sur le respect de ne pas savoir, le droit de savoir, mais aussi le respect de ne pas savoir, probablement qu'il faut réfléchir à des nouvelles bases de données du type données de santé, donc protégées de façon telle, où un certain nombre d'informations qui seraient éventuellement même collectées de façon inattendue dans le contexte de recherche pourraient être déposées et pourraient être accessibles via le médecin traitant si les gens veulent savoir s'il y a une donnée les concernant par rapport à un projet d'enfant, par exemple, ou par rapport à telle ou telle maladie qui les affecterait. Donc il faut réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait créer qui respecte le droit de savoir et le droit de ne pas savoir et qui préserve le temps de travail des personnes, soit dans le contexte d'une recherche, soit dans le contexte d'un soin. Je pense que tu as tout à fait raison. Une interface entre, aussi pour respecter cette temporalité que je disais tout à l'heure, est nécessaire pour qu'il y ait une habituation aussi à ce qu'on peut voir, tous les variants qu'on peut voir, par exemple en génétique. Je pense que ça serait très utile. Le deuxième point que je voulais reprendre, c'est l'autonomie. C'est-à-dire, est-ce que la personne est vraiment autonome ? Et moi, encore une fois, c'est quelque chose que nous avons beaucoup travaillé en consultation depuis longtemps dans les tests prédictifs de génétique en général, c'est le moment par rapport à la question qui est posée. Là, il y a toujours la question de l'urgence de rendre des incidental findings, ou tout ce qu'on peut trouver, des résultats non sollicités par une étude génétique, par exemple. Quelle est l'urgence de rendre et comment on peut le rendre ? Est-ce qu'il ne faut pas discuter ça, anticiper ça aussi avant ? C'est-à-dire qu'il est clair qu'on va, en découvrant quelque chose, est-ce qu'on est vraiment dans l'urgence, sauf si c'est une maladie qui devrait être traitable tout de suite, est-ce qu'il y a vraiment l'urgence de le téléphoner dans l'heure ? Moi, je ne suis pas sûre qu'on ne peut pas prendre un peu plus de temps et bien expliquer ça aussi à la personne. Le moment est important.
Et puis, il y a aussi la question de l'autonomie par rapport au moment des connaissances médicales. Parce qu'on fait un exome en 2014, vu qu'aujourd'hui, on ne trouve même pas, dans 30% des cas, le gène responsable de la maladie, même quand on est dans un setting qui est plutôt favorable, on peut imaginer qu'en 2016, enfin je l'espère, parce que 30% c'est vraiment très très peu, peut-être en 2016 on va trouver plus. Mais pour le moment, on va surtout rendre des incertitudes. On ne va pas rendre des choses qu'on sait, mais plutôt des choses qu'on ne sait pas encore. Donc, comment on va faire pour dire qu'on a fait un exome en 2014, on n'avait rien trouvé, on l'a refait en 2016 avec une technique un peu plus évoluée. Est-ce que là, on va pouvoir rendre? Est-ce qu'on va recontacter la même personne? Elle aura peut-être plus le même médecin traitant. Elle sera peut-être. Comment on va faire pour faire ça? Moi, je ne suis pas sûre qu'on a la réponse à ça. Peut-être avec un web-based, mais je ne suis pas sûre qu'on a la réponse à ça. S'il y a quelque chose de nouveau à additionner. Non, mais je pense que tout a été bien dit. Ceci dit, pour avoir un regard positivement critique sur certaines organisations de recherche, je pense que cette question du lien avec les participants à la recherche pourrait être largement optimisée. Oui. Les acteurs un peu plus informés aussi de la nécessité que quand on change d'adresse, on peut aussi se manifester auprès du centre avec lequel on a participé à une recherche sur le long terme, quand celle-ci est sur le long terme. Donc il y a un vrai débat sur la genèse des responsabilités qui doivent être, à mon avis, partagées, effectivement, de ne pas laisser tout le fardeau être porté par le chercheur dans son coin. Ou le chercheur a un tube anonymisé. Hein. Il travaille sur un ADN qui n'est pas nominatif. Donc, de toute façon, lui, il va trouver quelque chose, mais il va devoir le discuter avec l'investigateur principal ou l'investigateur clinique ou son collaborateur clinique, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, pour pouvoir revenir au patient, de toute façon. Donc, je pense que là, il y a une vraie responsabilité des personnes qui participent à la recherche, que ce soit des témoins ou des patients, pour pouvoir se manifester. Ça, je crois que sans ça, on va pas pouvoir y arriver. Le troisième point, c'était l'information à qui le donner. Et je pense que la question qui doit-on prévenir, la conclusion c'était surtout passer par ce circuit illustré par le médecin traitant, par un courrier, par tout ça. Moi, je pense que trouver un variant en génétique, il faut le valider. Au moment où on va le valider, il faut un autre prélèvement. On va faire un autre prélèvement, il va être nominatif, il va passer en diagnostic, on va essayer de faire quelque chose avec un variant où on va pouvoir déterminer qu'il est bien pathogène pour pouvoir le rendre. Ce circuit-là, il prend un peu de temps. Et ce n'est pas un médecin traitant qui va organiser ça. J'aime bien être médecin traitant, mais il ne comprendra pas pourquoi on aura du temps, pourquoi on ne comprendra pas pourquoi c'est pathogène, pourquoi il y a des incertitudes, pourquoi on se pose toutes ces questions-là. Et je pense que là, il faut trouver autre chose et informer la personne qui participe de chaque étape qu'on va devoir faire pour valider les choses qu'on a peut-être trouvées. Parce qu'on ne va pas les trouver en brut, on ne va pas les rendre en brut en sortant de l'exome. Donc, c'est toute cette validation qui viendra derrière. Qui la paye? Ce n'est pas la recherche qui va la payer. Qui va faire ça pour que ça soit rendable? Moi, je pense que ça, c'est une question qui n'est pas résolue du tout pour le moment. Et puis, je reprends l'idée de la loi de l'information sur la parentèle, puisqu'on avait dit tout à l'heure, si on trouve une conductrice pour une maladie grave, il va falloir le faire selon la loi, même si, quand c'est fait dans un cadre de recherche, ça ne tombe pas sous cette loi-là, je crois, mais néanmoins, si on confirme un variant dans le diagnostic, finalement, là, on tombe sur la loi de l'information de la parentèle, que je vous rappelle, est assez stricte, puisqu'elle dit, ça concerne cette fois-ci tous les médecins qui prescrivent des examens des caractéristiques génétiques. Et c'est vrai que là, c'est dans un cadre de recherche, mais puisque ça revient, puisqu'on va valider quelque chose qu'on va retrouver, ça va tomber dessus que nous devons informer de n'importe quel variant finalement qui justifie des mesures de prévention, virgule, y compris le conseil génétique. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'action à faire pour la personne elle-même, au moment où
on peut faire quelque chose dans le conseil génétique pour la famille, pour les descendants, dans un cadre d'un diagnostic prénatal ou juste de l'information, il faut le transmettre à l'ensemble de la famille. Donc ça, je pense que c'est ne pas oubliable dans le cadre de la génétique, en tout cas, où on doit passer par du diagnostic pour pouvoir rendre les résultats s'ils sont importants à rendre. Voilà, donc je voudrais finir là et reprendre toutes les questions de les questions de la salle.